La capture du Mouron rouge de la baronne Emuska Orczy, 4e volume. Première partie. Chapitre 1er. Une représentation sous la terreur. En cette journée glaciale du 27 Nivose, an 2 de la République, ou comme nous autres gens de l'ancien style nous obstinons à dire du 16 janvier 1794, la salle du Théâtre national était remplie d'une nombreuse assistance. L'apparition d'une jeune actrice en renom, dans le rôle de Célimène, ayant attiré à cette reprise du Misanthrope tous les amateurs de spectacle. Le Moniteur, qui relate au jour le jour avec impartialité les événements de l'époque, nous informe qu'à la même date, l'Assemblée de la Convention vota une nouvelle loi autorisant ses espions à effectuer des visites domiciliaires et des arrestations sans avoir besoin d'en référer d'avance au Comité de sûreté générale. L'Assemblée, désirant agir avec rigueur et promptitude contre les ennemis du bonheur public, promettait aux dénonciateurs, comme récompense, une somme de 35 livres par tête fournie à la guillotine. Quelques lignes plus bas, le Moniteur note également que, ce même jour, le Théâtre national fit salle pleine pour la reprise, avec nouveaux décors et costumes, de la célèbre comédie. L'Assemblée ayant voté la loi qui plaçait plusieurs milliers de personnes à la merci d'espions et de délateurs, leva la séance, et quelques-uns de ses membres, en quittant les Tuileries, traversèrent la Seine pour gagner le nouveau théâtre tout proche du Luxembourg, où la troupe de la Comédie-Française s'était installée depuis quelques années. La salle était déjà pleine lorsque les représentants du peuple se frayèrent un passage jusqu'au siège qui leur était réservé. À leur entrée, le silence s'établit dans l'auditoire, et tandis qu'ils avançaient l'un après l'autre dans les étroits passages ménagés entre les fauteuils où gagnaient les loges du pourtour, les spectateurs tendaient le cou pour essayer de voir ces hommes dont le nom seul inspirait l'effroi. Une étroite loge, d'avant-scène, était occupée par deux hommes qui y avaient pris place bien avant que la salle eût commencé à se remplir. La loge était très sombre, et si ses occupants n'avaient par son étroite ouverture qu'une vue incomplète de la scène, ils avaient en revanche l'avantage d'échapper à l'observation des spectateurs. Le plus jeune des deux était sans doute étranger à la capitale, car au moment où les conventionnels firent leur entrée, il se tourna à plusieurs reprises vers son compagnon pour lui demander à voix basse des indications sur ces personnages pourtant si notoires. « Dites-moi, Klagenstein, dit-il en appelant l'attention de l'autre sur un groupe qui venait de pénétrer dans la salle. « Savez-vous quel est cet homme en redingote verte, celui qui porte la main à sa figure? Où donc? En face, près de la porte. Il tient une feuille à la main. Tenez, le voilà qui regarde de notre côté. L'homme avec un menton proéminent, une figure de marmouset et des yeux de chacal. Ne le voyez-vous pas ?» L'autre se pencha sur le rebord de la loge, et ses yeux furteurs se promenèrent sur la salle pleine. « Oh !» fit-il en découvrant le personnage que lui désignait son compagnon. « C'est le citoyen Fouquier-Tinville. » L'accusateur public, lui-même, et celui qui s'assied à côté de lui est le citoyen Héron. « Héron ?» répéta le jeune homme d'un air interrogateur. « Oui, l'un des principaux agents du comité de sûreté générale, c'est-à-dire… » Les deux spectateurs se renfoncèrent dans l'ombre de la loge. Instinctivement, pour prononcer le nom de l'accusateur public, ils avaient baissé la voix davantage encore. En réponse à l'interrogation du jeune homme, son compagnon, homme d'âge moyen, grand, robuste, au visage marqué de la petite vérole, leva les épaules. « C'est-à-dire, mon bon Saint-Just, que les deux hommes que vous voyez là, consultant paisiblement le programme de la soirée et prêts à goûter les verres de feu monsieur Molière, se valent autant par leur ruse que par leur cruauté. »« Vraiment, dit Saint-Just, la réputation de Fouquier-Tinville m'est connue. Je sais son rôle au tribunal révolutionnaire et le pouvoir dont il jouit. Mais l'autre, je peux vous affirmer, mon ami, que son pouvoir ne le cède en rien à celui de l'accusateur public. Est-ce possible? Vous avez vécu si longtemps hors de France que seuls les traits essentiels de la tragédie qui se déroule ici vous sont connus, et vous ignorez les acteurs qui tiennent les rôles principaux, sinon les plus en vue, dans cette arène sanglante. Héron est de ceux-là, et son pouvoir vient encore d'augmenter aujourd'hui,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.